il faut vraiment couper les ponts parce que moi, j'en suis l'expérience. Vraiment, on peut trouver quelque chose d'incroyable et c'est pas en restant dans quelque chose qui nous plaît pas que ça va changer, jamais. Bienvenue à tous au Canapé d'Experts. Aujourd'hui, nous accueillons Corentin pour une petite interview sur son métier. Bienvenue Corentin et merci d'être venu aujourd'hui. Merci pour l'invitation surtout et puis allons-y. Donc déjà, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et peut-être présenter un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Alors du coup, moi je m'appelle Corentin. J'ai fait des études d'ingénieur informatique généraliste. J'ai commencé plutôt dans un métier un peu technique. J'étais développeur informatique web. J'ai fait plusieurs secteurs. J'ai fait le bancaire, j'ai fait le média et aujourd'hui je suis dans le luxe. J'ai commencé du coup à la BNP en 2019 en tant que développeur Java et après j'ai évolué peu à peu vers d'autres postes et aujourd'hui je suis product manager pardon, pour Chanel. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que ça consiste à quoi d'être product owner? Alors product owner, c'est gérer un produit, donc un produit au sens plutôt informatique, donc ça va être une application et c'est recueillir les besoins clients et faire en sorte qu'on fasse évoluer l'application dans le bon sens, recueillir les avis, les retours et après tout ce qui va être gestion de planning, etc. Et depuis peu, je suis passé product manager et là, c'est plutôt gérer plusieurs produits et donc travailler avec des product owners pour faire plutôt des plannings, des roadmaps un peu plus haut niveau pour les différents clients. Voilà. Ok, trop bien. Et t'es depuis combien de temps chez Chanel? Là, ça va faire 2 ans. Je suis arrivé en novembre 2023. Ok, Ouais. d'accord. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir en fait ce métier en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui t'a dit: «OK, ben, là, je vais me lancer»? Alors, ça remonte à lointain. C'est que, comme je disais au début, j'étais développeur. Et développeur, c'est sympa parce que c'est beaucoup de technique, on est un peu dans son coin. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que moi, j'aimais plutôt discuter avec les gens, négocier. Et j'aimais bien la technique, mais je voulais pas me cantonner à ça. Et c'est comme ça que j'ai évolué naturellement vers plutôt des postes fonctionnels. Et aujourd'hui, je préfère vraiment plus l'échange humain, venir voilà, trouver des solutions, travailler aussi avec les équipes techniques, parce que comme j'ai cette formation-là et cette appétence-là aussi, ça me permet de comprendre des fois des choses un peu plus complexes qui ne sont plus forcément de mon domaine de métier et de faire le lien. Mmh. Euh, et ouais, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai testé plusieurs postes, on va dire, donc développeur, puis après j'ai fait Scrum Master. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu être garant de l'application de la méthodologie Agile Scrum en entreprise. Et donc comme j'ai beaucoup aimé cette méthodo, j'ai lu pas mal de bouquins dessus. Et après, j'avais besoin de quelque chose un peu plus concret parce que ça, c'est plutôt un rôle de facilitateur. On vient aider à ce que chacun remplisse bien son rôle, appliquer la méthodologie au niveau de l'entreprise. Mais après, c'est pas, on ne suit pas un projet de A à Z forcément, on ne voit pas un produit évoluer. Et c'est comme ça que j'ai évolué vers le rôle de product owner. Donc ça a commencé dans le bancaire. OK. Et et aujourd'hui, je suis très content de là où je suis. Voilà, c'est agréable d'avoir les retours, de voir son produit. Des fois, on se trompe, des fois, on change de trajectoire, mais on essaie tout le temps de faire mieux. Et en vrai, c'est top. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a eu un projet qui t'a plus marqué qu'un autre? Et si oui, pourquoi en fait, qui t'a plus marqué? Je dirais c'est mon projet actuel. OK. Je suis arrivé chez Chanel en novembre 2023 et quand je suis arrivé, un projet venait de naître, en gros. Et du coup, j'ai pu pour la première fois vivre un projet de A à Z. Ouais. Donc vraiment les tout débuts jusqu'à l'arrivée en production. Et c'est hyper satisfaisant. Ça m'a marqué parce que le fait de voir le projet grandir, c'est vraiment quelque chose de très stylé. Et une fois qu'on arrive en production, on est content, c'est un gros achievement. Ça se passe des fois dans la douleur, mais c'est agréable parce qu'on a envie de se battre pour que le truc arrive au bout. Et ça m'a marqué dans ce sens-là parce que maintenant que c'est en production, ça plaît aux utilisateurs, à nos métiers, et c'est une réussite, quoi.
Voilà. Ok. Et du coup, à contrario, genre, quel a été le projet peut-être où il y a eu ça s'est pas super bien passé et comment tu as fait pour rebondir s'il y a eu des soucis? C'était quoi que tu as rencontré comme, problème? Ouais. Alors c'est ma mission avant chez Chanel, j'étais product owner dans le média. Alors il y a eu des choses très bien. J'étais dans un petit groupe et du coup il y avait beaucoup de choses à faire. Ce qui était intéressant, c'est que comme c'est un petit groupe, forcément on est moins dans une case que dans un grand groupe comme Chanel, où on va avoir quand même beaucoup de choses à faire, mais c'est très cadré. Là, ça pouvait vite déborder sur d'autres choses, ce qui fait d'une part apprendre plein de choses, mais aussi on peut vite être surchargé. Et comme il y a moins de maillons dans le projet, on est vite beaucoup plus indispensable et aussi tout repose sur nos épaules et ça peut être beaucoup de stress, beaucoup de pression. Euh, voilà, il y a moins de parachutes, on va dire. Après, pour rebondir, euh, je ne sais pas si je peux vraiment dire que j'ai rebondi, mais j'ai essayé quand même de faire au moins un an chez ce client pour voilà, quand même essayer de tenir et apprendre des choses malgré tout parce que c'est formateur. Mais j'ai quand même remis le tablier après un an pour changer. Voilà, on va dire, il y avait trop de choses à gérer en même temps pour moi. Après, je sais que pour certains, ça peut convenir. Moi, je voulais vraiment me recentrer et faire vraiment ce pourquoi mon rôle il est fait. Et vraiment être sur le produit et pas avoir à tout gérer pour vraiment ne pas trop survoler les choses et vraiment deep dive. Et c'est pour ça que du coup, j'ai changé de client. OK, d'accord. Après, c'est quand même cool de pouvoir voir comment ça se passe dans les petits groupes et les grands groupes parce que j'ai quasiment fait que du grand groupe. Dans le bancaire, c'était grand groupe. J'ai aussi bossé aux impôts. Pour Chanel aussi, et on voit que les grands groupes et les petits groupes sont pas du tout organisés pareil, et chacun a son lot d'avantages et d'inconvénients. Dans les grands groupes, on peut avoir des process, des choses qui sont plutôt longues, donc dès qu'on fait quelque chose, faire bouger les choses, parfois c'est un enfer, surtout dans le bancaire. Alors ça se comprend parce qu'il y a beaucoup de sécurité, c'est touchy et c'est complètement entendable. Alors que dans les petits groupes, euh, et ou start-up, même si dans mon cas c'est pas une start-up, on peut aussi, quand ça se passe bien, grandir avec le projet et vite avoir une évolution de carrière qui est très stylée, mais on peut aussi voilà, y laisser un peu d'échine et beaucoup charbonner, et ça, faut être prêt, quoi. Faut être prêt, donc il y a du bon dans les deux, mais moi je pense qu'aujourd'hui je me plais plus dans les grands groupes. Peut-être moins le bancaire pour ses process un peu lourds, mais là dans le luxe, ce qui est sympa, c'est qu'on bosse avec plein de gens. J'ai la chance d'être dans une équipe qui est très jeune, plein de gens très jeunes. Donc globalement, on se comprend, on a les mêmes références, du coup, c'est beaucoup plus facile pour échanger, centre d'intérêt, etc. Et ça marche très très bien, c'est moins lourd que le bancaire. Il y a quand même, voilà, il y a quand même un cadre et c'est normal. Mais comme je suis sur un projet où il y a plus ou moins carte blanche, c'est pas mal. Ah Voilà. oui, quand même. Mm. Même si c'est un grand groupe, C'est ça, là j'ai un peu les avantages du petit groupe et les avantages du grand groupe en même temps. ouais, Donc c'est un peu la mission parfaite en ce ouais, moment. OK. Voilà. Et termine quand ta mission? Pour l'instant, la durée, elle est un peu indéterminée. D'accord. Donc, j'ai pas de date de fin. Le plus longtemps possible, j'espère y rester. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Et par curiosité, à chaque fois, les missions, c'est combien de temps? Alors, pour le rôle de product owner ou product manager, c'est souvent des longues missions parce que comme c'est un rôle où on va venir faire de la planification sur un produit, venir créer toute une stratégie, une vision, ça ne peut pas se faire en 3 mois, là où on va plus voir par exemple des rôles d'experts, des coachs qui eux peuvent intervenir entre 3 à 6 mois, surtout en freelance, et c'est beaucoup recherché. Ces rôles-là, c'est plutôt, voilà, on va accompagner un projet dans la durée et on va avoir besoin de vous au moins un an. Donc c'est plutôt des missions. Donc, moi, de mon expérience, c'était quasiment tout le temps des missions minimum un an. OK. Et souvent, c'est moi qui suis parti, donc je pense que si ça peut durer, ça dure, quoi. Si ça se passe bien, voilà. Ouais, Mm. OK. Toi, tu considères que c'est quelles compétences qui sont, importantes pour, ton métier à avoir? Alors ça, c'est une question intéressante parce que il y a presque autant de postes de product owner que de compétences requises dans le sens où moi, j'ai commencé chez Chanel en tant que product owner technique, puisqu'on peut travailler sur tout type d'application en tant que product owner. On va essentiellement retrouver
des personnes qui viennent de cursus plutôt marketing digital pour ce genre de rôle. Euh, et ça va souvent être dans le web. Donc on va avoir des sites web, des applications web, où ça va être des choses très très visuelles, des maquettes, des parcours clients, UX, travaux avec des UX UI, ce genre de choses. Et moi, c'est pas du tout mon cas, par exemple. Moi, je suis plus sur ce qu'il y a derrière le rideau, en backstage. Je travaille sur des applications qui sont pas visuelles, c'est plutôt des trucs très très techniques où voilà, faut faire beaucoup de schémas, faut avoir de l'appétence technique et c'est là que mon cursus d'ingénieur me sert. Donc je dirais, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, mais si je dois résumer les compétences qu'il faut, tout dépend là où vous allez vous placer, mais pour mon rôle en particulier, les compétences techniques servent beaucoup pour comprendre rapidement et faire le lien entre les équipes qui réalisent le développement et les métiers. Mais du coup, pour discuter avec les métiers, il faut aussi des capacités de communication. Euh, et ça, pareil, ça s'apprend, puisque voilà, faut être capable de vulgariser. Moi, le mot, je pense, qui me vient le plus, c'est vulgariser. Parce que comme je suis sur une application qui est très complexe, des fois, expliquer l'intérêt ou expliquer comment on va pouvoir répondre à un besoin auprès du métier, c'est pas évident parce c'est pas un site visuel où on dit ah ok, on va rajouter un bouton ici, une page, on va faire un truc stylé avec des animations. Non, non, c'est plutôt on va peut-être réduire des temps de réponse pour que derrière l'application web, elle a une page qui charge plus vite, ce genre de choses. Donc c'est beaucoup plus complexe d'expliquer le fonctionnement et il faut vulgariser. Donc vulgariser, c'est très important. Faut aussi de la méthode. Voilà, c'est un métier, je pense, qui est difficile à faire dans le chaos. Il y a des métiers qui se portent bien de façon chaotique, mais ce métier-là, il faut un peu de rigueur quand même. Donc il faut, voilà, ça va être des plannings, ça va être... on se trompe parfois, donc c'est normal. Mais voilà, communication, technique, mais c'est optionnel. Ça, c'est vraiment si vous êtes sur une application technique. Et sinon, être capable de peut-être mettre en place des KPI pour faire du suivi, pour dire voilà, montrer, vendre son application pourquoi elle est meilleure qu'hier, pourquoi elle va être meilleure demain, apporter une vision, c'est-à-dire mon application, je veux qu'elle soit plus performante, je veux qu'elle soit plus jolie, je veux réduire les coûts, voilà, et tout ça, il faut être capable de le mesurer, donc la mesure aussi. Il faut être capable de mesurer sur le temps. Et comment tu mesures ça? Alors là, il y a plein de façons. Déjà, moi, ce qui va importer, par exemple, sur une application, c'est le temps qu'elle va mettre à répondre. Et comme c'est une application sur laquelle on peut envoyer, on va faire simple, mais des appels, et après, elle nous envoie une réponse avec des données, ça peut se mesurer le temps de réponse. Ok. Et on peut faire, par exemple, plein d'appels en parallèle, venir mesurer tout ça, faire des moyennes. Et après, au fil du temps, on, on met en place des choses, des réalisations pour baisser cette moyenne, pour que ça réponde plus vite. Et après, on va en rendre compte auprès de nos clients quand on va faire des démos et dire, regardez, on a baissé nos temps de réponse. Voilà. Puis après, ça va se ressentir plus loin en finalité chez les clients finaux qui utilisent le site qui vont peut-être rester plus longtemps et ça va être mesuré ailleurs. On pourrait mesurer d'autres choses. On pourrait mesurer... il faudrait que j'explique un peu plus ce que je fais, mais parce que c'est vrai que je l'ai pas trop expliqué. En gros, je travaille sur le site chanel.com division mode. Donc, il y a plein de sous-menus. Il y a la haute couture, parfum beauté, la joaillerie, l'horlogerie. Et nous, c'est vraiment mode. Donc, c'est tout ce qui va être chaussures, vêtements, vestes, tout ça. Sac, exactement. Et en gros, il y a une équipe qui travaille sur le site web vraiment visuel en tant que tel. Et nous, on vient appeler différents services pour récupérer des données, les simplifier, les mettre en forme, pour les donner ensuite à l'équipe qui réalise le site web, pour qu'il n'ait juste qu'à développer, on va dire, le moule graphique et venir mettre les différentes données. Donc, par exemple, une image d'un produit, son nom, son prix, ce genre de choses. Et nous, il faut qu'on réponde vite, sinon la page va charger plus lentement. Voilà. Et je me suis un peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est vrai qu'on disait donc Comment mesurer, ouais, c'est ça. comment mesurer. Et après, tu voulais donner un autre exemple, je crois, sur la mesure. Bon, c'est pas du tout grave. Non, mais j'ai un exemple qui vient que moi, j'utilise pas, mais qui pourrait servir. Ok. Alors, pour revenir sur la mesure, ça va peut-être plus parler aux gens, mais quand on travaille sur un site web, par exemple, parfois, on va avoir un parcours d'achat pour acheter des choses. Alors, bon, sur le site chanel.com, c'est un peu particulier parce que tout ne peut pas s'acheter sur le site. Il y a beaucoup de choses qui sont obligées, où on est obligé d'acheter en boutique pour avoir vraiment l'expérience luxe en boutique et être accompagné. Mais par exemple, si on va acheter un parfum, c'est complètement possible en ligne. Et
on va avoir ce qu'on va appeler le parcours d'achat. Un parcours d'achat sur un site e-commerce en général, c'est voilà, on se balade sur un catalogue, on ajoute au panier, ensuite on valide son panier, on rentre ses informations de paiement, on valide le paiement, on gère tout ce qui est livraison. Et tout ça, c'est plein d'étapes. Et il y a quelque chose qui est très travaillé en e-commerce, c'est comment je peux faire pour maximiser la validation et l'achat, donc aller au bout du tunnel d'achat pour mes clients. Et pour ce faire, on a remarqué ce qui marchait bien, c'est de réduire la complexité. Plus on a de trucs à remplir, plus c'est agaçant et les gens vont décrocher. Ou alors avoir suffisamment de temps pour se dire ah, c'était peut-être. Enfin voilà, j'en ai pas besoin, c'était une. Je sais plus comment on dit, ouais, un achat impulsif, Ouais, compulsif, ouais. ouais. Ouais, c'est plutôt que c'est ce mot-là que je cherchais. Et du coup, on peut revenir à la raison et se dire, finalement, j'en ai pas besoin. Et pour que les gens achètent le produit, il faut que ça soit simple, qu'il y ait le moins d'écrans et d'étapes possibles. Mmh. Et du coup, c'est des choses qui sont travaillées. Et on peut, par exemple, chronométrer le temps moyen pour un client entre l'ajout au panier et l'achat OK. et faire en sorte qu'il diminue et voir si ça permet d'augmenter les ventes ou pas. Voilà, sur des choses. On peut croiser des données, des mesures. Et tout ça, ça peut témoigner d'une réussite ou au contraire de quelque chose qui peut être amélioré. OK. Ou par exemple, une personne qui reste longtemps sur une page, Exactement, si elle tout à fait. clique aussi sur Ouais, les produits, tout à on fait. Quand les personnes acceptent des cookies, par exemple, sur les sites internet, c'est entre autres pour ça, c'est qu'on va tracer un peu leur comportement. Alors, certains le font plus que d'autres, mais l'idée, c'est de voir, OK, quel pourcentage de personnes scrollent jusqu'à tel pourcent de la page. mmh, En général, les gens, ils restent plus en haut parce que scroller, ça demande un effort. mmh, Du coup, les sites modernes, on essaye de tout mettre en haut ou alors de rendre le scroll stylé. Par exemple, sur les sites Apple, on peut le voir. Les sites vraiment de vente produits. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être où la personne clique, où la personne passe la souris. Quand j'ai travaillé dans le média, justement, on a mis en place un outil qui permet qui fait un peu des heatmaps des écrans. Donc, c'est-à-dire, on va avoir une page et on va avoir des points de chaleur qui varient du froid au chaud en fonction des endroits qui sont cliqués, des endroits qui sont où la souris va passer. Et ça donne déjà pas mal d'informations sur qu'est-ce qui intéresse les gens. Voilà, des fois, il y a des menus qui sont jamais utilisés. Il faut se poser la question pourquoi? Est-ce qu'on peut les mettre plus en avant? Est-ce qu'au contraire c'est complètement inutile, il faut complètement faire autre chose? Voilà. C'est voilà des exemples de mesures sur tout type de projet. et après aussi, il y a pas une façon de mesurer en faisant venir des gens carrément sur le site avec, vous et on peut détecter le Ouais. regard aussi, je crois, de où la personne, Oui, on peut suivre le regard. ouais, il y a des outils qui existent en effet. Il y a des outils qui existent. Ça, oui, c'est vrai. Alors, Ça se fait toutes les pas trop. missions que j'ai eues, j'ai rarement travaillé avec des clients finaux. OK. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des représentants des clients, donc c'est ce qu'on va appeler nous nos métiers, mais ça va être plutôt des personnes qui vont travailler dans les maquettes, l'image, le design, parce que c'est des personnes qui ont l'habitude, ça va être des UX/UI qui ont l'habitude de travailler avec des utilisateurs, utilisatrices. Mais c'est rare que, et je pense que ce serait plus intéressant que les clients le fassent davantage, de vraiment prendre quelqu'un et de venir vraiment tester, enfin, regarder où est-ce que la personne regarde, voir comment elle se comporte sur le site. Je sais qu'ils le font en boutique, par exemple, parce que c'est plus facile, il y a beaucoup plus de gens qui passent. Alors que sur un site web, on est rarement chez quelqu'un en train de regarder qu'est-ce qu'il fait sur son ordi, c'est un peu bizarre, quoi. Mais ouais, ça pourrait être une idée. OK, OK. Et du coup, toi, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait, se lancer, en tant peut-être que product owner ou après carrément, quelqu'un qui veut passer, product, manager? Alors déjà, pour se lancer en tant que product owner, le conseil que je donnerais, c'est un peu compliqué parce que on peut commencer from scratch directement product owner. Ça s'y prête pas trop dans mon cas parce que je travaille sur des produits techniques et c'est important de faire un peu de technique avant. Mais comme conseil, alors si, on peut travailler, il y a des métiers qui servent un petit peu, qui sont un peu en side du product owner, pas dans toutes les boîtes, mais ça existe. Certains ont peut-être déjà entendu parler du proxy product owner, il y a aussi business analyst. En fait, c'est plein de métiers où on va étudier le besoin des utilisateurs, travailler avec le product owner qui lui va aussi faire de la stratégie un peu plus. Donc ça, c'est des métiers par lesquels on peut commencer pour déjà peut-être arriver chez un client cool, commencer à comprendre un petit peu comment marche le métier
Et après se dire, bah, j'aimerais bien aussi faire de la stratégie, j'aimerais bien aussi avoir un produit vraiment sous ma garde. Et là, évoluer vers un rôle de product owner, ça peut être un parcours qui est intéressant. Et après, product manager, c'est un métier qui est quand même très différent, où on va plus être dans la planification et rendre des comptes aux représentants de nos métiers. Euh, et là, bah, ça va être plus, faut aimer faire des plannings, faire des projections aussi, qui sont pas trop éloignées de la réalité, parce que bon, c'est difficile de prédire l'avenir, mais c'est aussi intéressant de dire, voilà, bah, je pense qu'on va terminer cette fonctionnalité à peu près dans 3 mois, et quand ça tombe à peu près juste, bah, on vous fait confiance, et c'est super. Ça, c'est un exercice qui est très très difficile. Donc si je devais donner un conseil, là, je sens que je vais partir dans un monologue, mais si je devais donner un conseil, bah, moi j'aime beaucoup le Scrum, l'Agile Scrum. Et l'Agile Scrum, pour ceux qui connaissent, on mesure la vélocité d'une équipe qui réalise. Donc, c'est-à-dire que on va créer des tâches ou appeler ticket ou user story qui valent des points. Ces points, on va les estimer en séance avec l'équipe qui réalise. Et en fait, on va se rendre compte que en faisant le bilan, par exemple, toutes les 2 semaines, que l'équipe, elle arrive à faire tant de points. Et ces points, c'est des choses complètement arbitraires. C'est juste pour dire, voilà, tel sujet, il est plus complexe que tel sujet. Et au bout de quelques périodes d'essai, on va se rendre compte que bah voilà, l'équipe, elle arrive à faire tant de points toutes les 2 semaines. Et après, les futurs sujets, ce qu'on peut faire, c'est les macro-estimer et prendre des sujets un peu plus gros avant de les découper et dire, bah, ce sujet, je pense qu'il vaut tant de points. Et du coup, bah, si mon équipe elle continue de cramer, je sais pas, 20 points toutes les 2 semaines, bah, un gros sujet qui vaut 60 points, ça va nécessiter 3 semaines. Et il y a plein d'exercices qui existent et qui permettent de faire de la projection. Et ça va un petit peu, par exemple, à l'encontre d'une méthode que moi j'ai moins, c'est le cycle en V ou aussi l'estimation de projet qu'on va appeler en jour-homme, puisque je pense que l'être humain, il est très mauvais pour dire combien de jours je vais mettre à réaliser tel projet, surtout quand c'est des projets complexes. Ouais. En général, on se foire beaucoup. Je donne, preuve pour acquis, quand je bossais dans le bancaire, ils avaient fait une étude au sein du groupe, qui était un gros groupe, et ils s'apercevaient que 80% des projets, ils étaient soit en retard, soit hors budget. Et je pense que c'est vrai dans plein de boîtes dans le monde entier, et que bah, l'être humain, il est très mauvais pour deviner l'avenir, mais c'est normal, parce que sinon, ça serait trop facile, la vie serait trop facile. Oui, puis il y a toujours des Il y a imprévus. toujours des imprévus, et ce qu'il faut, c'est apprendre à gérer le risque, et le Scrum est très bien pour ça. Et moi, je suis un grand défenseur du Scrum. Et bah, avec le système de points, on peut arriver à se projeter sans mettre en stress l'équipe, parce qu'on va venir estimer avec elle les sujets à venir. Et comme ça, tout le monde s'engage en même temps et on évite d'être le manager toxique qui va dire ah, moi je pense que mon équipe elle peut faire ça en 2 semaines, alors qu'en fait, bah, les experts, les sachants, ils n'ont jamais rien dit, ils vont se retrouver à charbonner pendant 2 semaines alors que c'est un truc qui aurait pris 3 mois. Ouais. Et ça, en général, c'est pas agréable. Et donc, faut essayer, voilà, faut jongler entre empathie, méthode, et bah, trouver une méthode qui marche surtout. Et ça, c'est vraiment pas évident. Moi, j'essaie quelque chose en ce moment dans lequel je crois et qui, je pense, marche. Mais après, ça fait peu de temps que je suis product manager, donc on espère que ça va marcher. Euh, voilà. Ok. Et ton autre méthode que t'aimes pas trop, comment elle s'appelle? Je connais pas du tout cette méthode. Ah, c'est ce qu'on appelle le cycle en V ou waterfall. Euh, C'est un peu ce qui existe dans beaucoup d'entreprises encore, hein. C'est de dire, voilà, on a un projet qu'on nous présente, donc il va y avoir ce qu'on va appeler des assistants, enfin de la maîtrise d'ouvrage plutôt, qui va travailler sur des specs, donc va faire un cahier des charges, qui va souvent faire des tonnes de pages avec, OK, on veut que le site fasse ça, puis ça, puis ça. Ils vont travailler pendant des mois, rarement d'ailleurs en échangeant avec les équipes qui réalisent, ce qui est un problème. Et du coup, il y a le pont est coupé, on va recevoir ce cahier des charges, on va nous dire, ah bah OK, vous avez 1 an pour le réaliser, ou alors enfin j'exagère, mais on va plutôt nous dire, bah, il nous faut tant de jours pour le réaliser. Mm. Après, ça va être de la négociation. Et autant vous dire qu'il y a un cahier des charges qui fait 12 pages, faire mouche en disant on va le faire en 300 jours, je pense que, enfin, la stat dont je parlais tout à l'heure, Si. je pense qu'elle est très concrète. Ça arrive très rarement et c'est plutôt, on essaie de se rassurer tous ensemble, on rassure les managers, mais en fait, on passe son temps à se rassurer, à être en retard. Et en fait, bon, ça marche in fine parce que les projets, ils finissent par arriver. Bon, soit ils sont réduits, soit voilà. Mais
Le problème, c'est que voilà, il y a pas d'échange comme on va l'avoir dans Scrum, où le Scrum, c'est vraiment, on prend pas un énorme cahier des charges, c'est plutôt on prend les sujets, voilà, on prend un petit bout, on se dit voilà, bah, on commence par ça parce qu'on pense que c'est ce qui peut intéresser le plus le client, on sélectionne les choses qui peuvent avoir le plus d'impact sur le client, on les teste, on les met en place, est-ce que ça a marché ou pas? toutes les, toutes les 2, 3 semaines, on peut faire le point et dire bah, ah, ok, ça marche pas trop, bon, on peut passer sur autre chose. Ou alors, ok, ça marche bien, mais j'ai l'impression qu'il manque de ressources. Du coup, on négocie avec le management pour ajouter des ressources. Et en fait, on est tout le temps en train de scaler, tout le temps en train de bouger. C'est quelque chose qui est vivant. Là où le waterfall, bah, c'est pour moi très éloigné de la réalité. Ça peut générer beaucoup de stress. Et c'est pas adapté aux projets aujourd'hui qui bougent tout le temps, à des clients qui sont très exigeants. Euh, et c'est quelque chose bah, que je pense qui est révolu, démodé, du moins sur les projets sur lesquels je travaille. Ok. J'ai un conseil à donner, c'est que si jamais vous ne vous plaisez pas dans votre mission, ça arrive à tout le monde dans sa vie. Ça arrive vraiment à tout le monde. Voilà, on s'y plaît pas parce que les collègues sont pas cool, on s'y plaît pas parce que la finalité de la mission elle nous intéresse pas, on s'y plaît pas aussi pour des raisons financières, ça peut être plein de raisons. Bah, en fait, il faut vraiment pas hésiter à partir parce que souvent on hésite très très longtemps. On se dit bah peut-être que ça va aller mieux, peut-être que c'est moi le problème, etc. Et on se dit bah je sais ce que je perds mais je sais pas ce que je gagne. Enfin voilà, c'est tout le temps les mêmes questions. Moi je vois ça beaucoup autour de moi dans tout corps de métier, des amis qui sont coincés dans leur taf, qui ont l'impression que ils sont condamnés et que s'ils partent, ils vont jamais retrouver du boulot. Et en fait, bah il faut vraiment couper les ponts parce que moi j'en suis l'expérience. Vraiment, on peut trouver quelque chose d'incroyable et c'est pas en restant dans quelque chose qui nous plaît pas que ça va changer, jamais. Donc des fois c'est un peu dur, des fois on a 2, 3 semaines, quelques mois de battement parce qu'on ne retrouve pas tout de suite ce qu'on veut, parce que le marché il est complexe. Mais il faut essayer, il faut même peut-être monter sa boîte, ça peut être aussi une option. Mais il faut jamais rester dans une option où on se plaît pas parce qu'en fait on se tue à petit feu, on stagne, on n'évolue pas, on n'apprend rien et bah, en fait on gâche des années de notre vie. Donc faut vraiment pas hésiter à partir pour recréer une nouvelle aventure derrière. Et de toute façon c'est en essayant, on peut perdre, on peut échouer, mais si on essaye, on a au moins une chance de gagner, de trouver quelque chose de bien. Et en restant dans quelque chose, un contexte qui est insatisfaisant, on ne pourra pas. Impossible. Ou alors, il y a un remaniement complet, on change de manager et ça devient super cool, mais il vaut mieux provoquer le changement que l'attendre. Bon, ben, merci beaucoup, Corentin, pour cette interview sur ton métier. Bah, merci pour l'interview et j'espère que ça permettra à des jeunes ou des personnes en reconversion de trouver des idées ou de peut-être voilà, y voir un métier qui pourrait les intéresser. Et il ne faut pas hésiter à se former. C'est pas un métier qui est compliqué. Enfin, ça nécessite pas forcément des choses très complexes. Après, il faut juste être motivé, trouver ça super. Et puis, on peut se former. Il y a des bouquins qui existent. Ça peut aller très vite. Voilà. Donc, lancez-vous.